de commandes. Et ce qu'on vous demande, c'est d'exécuter ces commandes une à une et donner, vous essayez de déduire le rôle. Et bien sûr, maintenant que vous connaissez cette commande man et son utilité pour afficher le manuel d'utilisation d'une commande, il faut s'en servir et il faut l'utiliser pour voir si, par exemple, à partir du résultat de la commande, vous n'arrivez pas à déduire le rôle de la commande. Là, il faut aller voir le manuel. Alors, on va commencer par la première. Et la première, la commande écho et ensuite avec ce message. Et essayez de déduire qu'est-ce qu'elle fait la commande. Donc, je fais écho. À votre avis, quel est le rôle de la commande? L'affichage. Ouais. Elle affiche. Qu'est-ce qu'elle affiche exactement? C'est ce qu'on lui a donné. Oui. J'ai fait écho, je lui ai donné ce message. Elle a affiché exactement cette chaîne de caractères. Je peux le faire avec, tester avec une autre chaîne. Je vais dire hello, everyone. Et là, normalement, ça va être la même chose. Et donc, vous voyez, on a l'affichage, le écho. C'est comme si elle va, c'est comme ça vient de ce terme écho. C'est l'écho de la voix. Ici, l'écho, on l'a utilisé pour dire que tout ce que moi je vais lui donner, elle va le réafficher à l'écran, cette commande. Alors, maintenant, ce qu'on vous demande, c'est d'exécuter cette commande qui est i égale 18. Et là, il faut faire attention, il faut écrire telle qu'elle est. Ne laissez pas d'espace ni avant le i, ni après, ni avant, pardon, le égal, ni après le égal. D'ailleurs, si vous aurez une erreur. Donc, vous faites i égale, je ne sais pas, 18. Vous pouvez donner n'importe quelle valeur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est affiché sur votre écran quand vous l'avez exécuté? Et madame la commande. Ah, c'est là. Elle est sur votre série d'exercices. Hein. S'il vous plaît, ça c'est la série 1. Vous l'avez normalement, la série 1 du TP. Donc, c'est le i égale 18. On vous demande de l'exécuter. On est à l'exo 2. Et maintenant, ce qu'on vous demande, c'est que vous exécutez ce écho, valeur affectée à i, et là, c'est le symbole $. Et ensuite, juste après, bien sûr, ne laissez pas d'espace après $, i. Et dites-moi, qu'est-ce que sera le résultat? Moi, je fais écho. Madame, Oui. par rapport à la série 1, pouvez-vous nous la partager parce que je ne l'ai pas partagée l'autre fois. D'accord, je vais le faire. Attendez, juste un moment. Merci. Arrêter le partage. OK. C'est bon, c'est fait. Vérifiez. C'est une méthode d'affichage. Et j'en ai initialisé une بعد ما affiché بهذيك تاع $. Voilà. Ça, le $, c'est pour afficher la valeur de cette variable. Donc là, quand on a fait ce i égale 18, ça veut dire on a initialisé une variable avec une valeur donnée. Et ensuite, quand nous, on a utilisé ce $ avant le nom de la variable, là, on est en train de demander d'afficher sa valeur. D'ailleurs, attendez, je vais repartager. Est-ce que vous arrivez à accéder à la première série, hein? Je viens de partager le lien. Oui, merci. De rien. Non.
OK. Alors, voilà. Je fais écho. Là, par exemple, la valeur de I est dollar I. Et là, remarquez, on avait dit tout à l'heure, tout ce qu'on lui donne de caractère, elle va le réafficher. La commande écho. Sauf que, مادام si, oui, مادام هذيك الايجور ولات فاريابل اونتي سي non, c'est une variable d'environnement. D'ailleurs, le i, moi, je peux faire, par exemple, i égale hello. Et si moi, je vais reprendre ce écho, voilà. Ça, il n'essaie pas de comprendre quel est le type. Alors, il va prendre la valeur, c'est comme si une chaîne de caractères pour lui, il va l'afficher telle qu'elle est. Bien sûr, quand vous faites de la programmation shell, dans votre programme, selon l'opérateur que vous allez utiliser, par exemple, vous utilisez un plus entre la variable i et j, $i plus $j, là c'est clair, automatiquement, il va comprendre que ça sont deux, il va les considérer comme des nombres et il va faire le plus entre les deux. Donc, ce n'est pas un langage typé comme le cas de C. Et là, juste ici dans l'exemple, il va prendre cette valeur telle qu'il est, il va l'afficher comme chaîne de caractères. Quand moi, j'écho la valeur de i, le fait i ici, il n'est pas précédé par le dollar, donc il va prendre ce i tel qu'il est comme caractère et il va l'afficher. Le deuxième i, le fait qu'il est précédé par le dollar, donc il va afficher, il va chercher la variable qui s'appelle i et il va afficher sa valeur. Dans le premier cas, moi, j'ai affecté 18, donc il a affiché 18. Dans le deuxième cas, j'ai affecté la chaîne de caractères hello, il a affiché hello. Des questions? C'est clair? Donc, pour retenir de là, de ces trois commandes, ces premières trois instructions, c'est que echo pour afficher les chaînes, on peut initialiser des variables avec le égal. On donne un nom à notre variable, le égal et ensuite une valeur à notre variable. Et qu'on peut afficher la valeur d'une variable qu'on avait déclarée avec le symbole $. Maintenant, on vous demande d'exécuter la commande date. Qu'est-ce qu'elle va vous afficher? Donc, quel est son rôle? Afficher la date. C'est afficher la date, tout simplement. Elle va vous afficher la date. Donc, vous faites, si on fait man date, on voit qu'elle affiche la date, mais bien sûr, vous pouvez voir ici que cette commande, elle a des options et on peut même préciser dans quel format on veut afficher cette date. Là, remarquez une chose, en lisant le manuel, qu'est-ce qu'on vous dit? Elle permet d'afficher, mais elle permet aussi de mettre à jour la date. Donc, print or set. Donc, print pour dire ça permet d'afficher, mais elle vous permet aussi de modifier ou de réinitialiser la date de votre système, la date et le temps du système. Vous pouvez changer l'heure, vous pouvez changer la date sur votre système et c'est cette commande que vous pouvez utiliser pour le faire à partir de la ligne de commande. Très bien. Alors maintenant, on vous demande d'exécuter la commande ename -a. Donc, exécutez la commande, essayez de voir le contenu et essayez de déduire quel est son rôle. Et bien sûr, lisez, si vous n'arrivez pas à partir du contenu à savoir qu'est-ce qu'elle fait réellement, lisez le manuel, dites-moi quel est le rôle de la commande ename et quel est le rôle de, puisque là, c'est ce qu'on appelle une option, quel est le rôle de cette option de la commande. Je pense que c'est système informations. Un name. Quelle commande? Un name. Un name. Tu as dit, elle permet d'afficher? System informations. Oui, elle permet d'afficher les informations système. Ça veut dire les informations sur La distribution, tu as le système d'exploitation, la version DLE.
Très bien. Elle permet d'afficher des informations sur le système d'exploitation. Quelle est sa distribution? Quelle est la version de cette distribution? Quelle est aussi l'architecture sur laquelle il est installé? Est-ce que, par exemple, c'est une version 64 ou 32 bits ou autre? Donc, vous voyez, donc, ce sont toutes ces informations qu'on vous affiche. Donc, si je fais un name-a, voilà, dans mon cas, on vous affiche aussi le nom de la machine. Par exemple, dans mon cas, ça s'appelle Kali 2019. C'est le nom que j'ai donné à la machine virtuelle. La version du noyau de système Linux. Vous avez ici, vous voyez que là, c'est du 64 bits. D'ailleurs, on peut le déduire même d'ici. C'est du 64 bits. Là, la version de la distribution de Linux, et ainsi de suite. Et donc, on peut le voir, un name. Et quel est le rôle de l'option "-a"? Je pense afficher collège. Voilà. D'ailleurs, remarquez, elle affiche, et on vous le dit, elle affiche toutes les informations in the following order, c'est dans cet ordre. C'est ce qu'on affiche, ce kernel name, le nom du noyau, le nom de la machine, la version du noyau Linux, et ainsi de suite. Donc, elle va les afficher dans cet ordre. Ce qu'elle n'affiche pas, c'est ce qu'on peut afficher avec le "-p" et le "-i". Donc là, on a deux autres options qui ont le "p" et le "i". Pour le processeur, pour la plateforme hardware. Donc, et là, d'ailleurs, remarquez, on vous dit non-portable. Non-portable, ça veut dire que ces options peuvent ne pas être compatibles avec toutes les distributions de Linux. Donc là, juste pour ouvrir je vais la fermer, on ne va pas aller plus en détail sur ça. Et donc, vous pouvez d'ailleurs comparer si, par exemple, maintenant, on va exécuter, par exemple, avec le nom de la machine. Donc, je vais réexécuter moi un name avec "-n" seulement. Ce sera du Kali 2019 et c'est cette valeur qu'on a ici. C'est cette information qu'on a déjà affichée avec le "on". Donc, un name, elle vous donne ces informations sur la distribution de Linux, sur l'architecture de la machine, ça va le supporter. Et à votre avis, quel est l'avantage? Quelle est l'utilité plutôt? Pourquoi j'ai besoin de connaître ces informations? Dans quel cas j'ai besoin de connaître ces informations? Si on veut installer quelques programmes, je pense. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, un jour, vous voulez installer un logiciel sur votre système Linux. Là, généralement, quand vous allez à la page d'installation où vous allez télécharger le software, on vous explique, on vous dit voilà le minimum. Une fois, on vous dit que, par exemple, si vous voulez l'installer sous Linux, il faut avoir au minimum cette distribution. Il faut que ce soit cette distribution, il faut que ce soit cette version de la distribution. Et il faut que ce soit, par exemple, et là, vous pouvez choisir est-ce que, d'ailleurs, aujourd'hui, on offre les deux. Quand vous allez sur Internet, vous essayez de télécharger un logiciel, vous allez trouver les deux versions en 32 bits, en 64 bits. Et donc, vous, pour décider quelle est la version que vous allez télécharger et installer, c'est important de connaître quelle est la version ou les informations sur votre système d'exploitation, ce qui va vous permettre d'installer la version qui est compatible à votre distribution et à la version de votre distribution. Donc, c'est ça l'utilité de commande "name". Alors, maintenant, on va exécuter la commande "whoami". Bien sûr, elle est attachée. Hein. Je pense sur la série, il y avait une erreur où c'était détaché. Hein. Il y avait "whoami". Donc, c'est une seule commande, "whoami". Et à votre avis, qu'est-ce qu'elle affiche? Le nom d'utilisateur du système. Voilà. Elle affiche le nom de l'utilisateur qui est connecté sur cette machine. Ça veut dire que moi, par exemple, je suis connecté avec root
et j'ai ouvert ce terminal autant que route. Quand je fais Who am I, il me dit route. Sur votre machine, vous êtes connecté avec un compte donné, que vous avez donné un nom personnalisé à votre compte. C'est ce nom que vous allez le voir ici. Donc, c'est le nom de l'utilisateur avec lequel vous êtes connecté. المدام هذه واش الفايده تاعها؟ Ah oui, quelle est l'utilité? Parce que des fois on cherche. Par exemple, moi, j'ai plusieurs comptes et peut-être à un moment donné, je ne sais pas, avec lequel je me suis connectée, peut-être que j'ai oublié, puisque j'ai laissé ma session ouverte très longtemps. Et j'essaie d'exécuter certaines commandes que moi, d'habitude, je pouvais les exécuter, mais je n'arrive pas à le faire. Et là, j'essaie peut-être au moins de savoir avec quel compte je suis connecté. Puisque peut-être avec ce compte, j'ai le droit d'exécuter ces commandes, avec un autre, je n'ai pas le droit de les exécuter. Et donc, le Who am I, ça me permet juste de savoir qui est connecté maintenant. Et la session, elle est ouverte avec quel compte utilisateur. Ça me permet d'avoir une idée sur quels sont mes privilèges. Donc, ça, c'est un des, je peux dire, une des utilités de la commande Who am I. Ensuite, on vous demande d'exécuter la commande qu'est-ce qu'elle fait. Qu'est-ce que vous avez remarqué quand vous l'avez exécuté? Quelle commande history? Ok. On est là, hein. Ah. On est à la commande clear. Est-ce qu'elle a fait cette commande? Clear terminal screen. Qu'est-ce qui s'est passé à votre écran? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans le terminal? Clean كلش ولينا دون ريسيت. Ouais. Voilà, donc il a vidé, il a supprimé ce qu'il y avait sur le terminal. History, est-ce qu'elle fait cette commande? تمد لك كاع واش درنا instructions. Voilà, ce sont les commandes, les instructions que vous avez déjà exécutées à partir de votre terminal. Donc là, on vous donne la liste de ces commandes. Là, bien sûr, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez, pour ceux peut-être qui ont déjà l'expérience avec Linux ou même pour les autres qui ont déjà commencé à l'utiliser, est-ce que vous avez remarqué que vous pouvez réexécuter une commande sans la saisir? Comment vous faites? Flèche vers le haut. Voilà, c'est avec les flèches vers le haut, vers le bas. Par exemple, ici, je suis là. Si maintenant je voudrais exécuter la commande name, et puisque je sais que je l'avais exécutée avant, je reviens avec la flèche vers le haut. Donc là, vous avez 4 flèches sur votre clavier, la flèche vers le haut, et je clique jusqu'à ce que je remonte dans mon historique des commandes. Et là, vous voyez, il y a le ename-n et je peux la réexécuter encore une fois. Pourquoi on a pu faire ça? C'est parce qu'on avait cet historique qui est sauvegardé quelque part. Et le fait qu'on utilise ces flèches vers le haut, vers le bas, ça nous permet de remonter ou descendre dans l'historique des commandes et ça nous permet d'exécuter une commande sans pour autant la saisir au niveau une autre fois au niveau de la ligne de commande. Bien sûr, une commande pareille, elle est simple, même si je vais la ressaisir, il n'y a pas de problème. Mais des fois, pour certaines commandes, surtout quand on utilise, par exemple, je vais dire un exemple, un simulateur où ça nécessite, donc cette commande de ce simulateur, on a besoin d'un ensemble important d'options, d'arguments et ainsi de suite. Et si moi, j'ai déjà exécuté ça une fois et je veux la réexécuter de la ligne de commande, de préférence, si j'ai l'historique, je peux remonter et je peux trouver ma commande. Donc, ça me facilite l'accès à ces commandes. Madame, vous pouvez accepter les autres, je pense. Pardon?
Ah, c'est bon, très bien. Ah, j'ai pas entendu. Voilà. Oui, Moustapha. Ah, c'est bon, نقول لك إذا تاكسي les autres كانوا حابين يدخلوا ومن بعد شتيك أكسبتيتيهم سي بون. Non, non, j'ai fait auto-admit. Donc, normalement, ils peuvent se connecter, hein. Automatiquement, ils vont être acceptés. Accepté, oui. Là, je ne vois aucun qui est en attente, hein. Il faut leur dire peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils sont en train d'utiliser le lien pour le groupe 1 et 2. Donc, il faut leur Ah, demander d'utiliser le lien de ce groupe, hein. ah, c'est bon. Ouais. Attends, je vais peut-être repartager le lien avec toi. Alors, s'il te plaît, tu leur dis, ça c'est le lien à utiliser, hein. Et normalement, le auto-admit, il est activé, ce qui fait qu'ils seront automatiquement acceptés. S'ils n'arrivent toujours pas à accéder, parce que normalement, ils devraient Ah, avoir l'accès. c'est bon, madame. Ok, très bien. Merci. Alors maintenant, la dernière commande, c'est le man. On vous demande d'exécuter man et dites-moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici quand on fait man? On affiche le manuel du manuel. Voilà, on affiche le manuel du manuel. Et ce qui est important pour moi et que vous devriez le savoir pour cette année, c'est que, remarquez ici, quand on parle de manuel, on a différentes sections dans ce manuel. Donc, on a différentes classes de ce manuel. On a ce qu'on appelle le manuel 1, 2, 3, 4. Là, le nombre, bien sûr, il va différer d'une distribution à une autre. Donc, généralement, c'est autour de 8, 9. Donc, mais ça se pourrait que peut-être pour certaines distributions, vous n'allez pas trouver le manuel 9. Mais principalement, voilà, on a entre 8 et 9 manuels, sections dans le manuel MAN. Pourquoi c'est important de connaître ça? Puisque là, remarquez, on a d'ailleurs pour cette année, pour le L2, le L3, ce sont ces trois manuels que vous allez voir souvent. C'est-à-dire que toutes les commandes que nous, on va utiliser, vous allez trouver leur manuel d'utilisation, soit dans la section 1, 2 ou 3. Là, la section 1, c'est le manuel des commandes shell, c'est-à-dire c'est les commandes de Linux. On peut chercher le manuel ici. Pour le manuel 2, ça c'est le manuel des appels système. Donc, ça ce sont les fonctions du noyau système et on va les voir d'ailleurs en L3. Vous allez voir les appels système que vous pouvez utiliser à travers, bien sûr, la programmation C et qui va vous permettre de, par exemple, manipuler des fichiers en utilisant les appels système. On a aussi les appels de bibliothèques. C'est-à-dire ça, ce sont les fonctions des bibliothèques, telles que d'autres fonctions. Si je prends un printf, si je prends fget, fwrite, donc ça sont, ça sont des fonctions, fonctions C. Par contre, si moi je vais prendre l'exemple, par exemple, open ou write, ça ce sont des appels système. Donc, c'est juste pour vous dire, ça sont les trois dont on a besoin. Et pourquoi c'est important de savoir qu'il y a des sections? C'est parce que des fois, on peut avoir le même nom de la commande qui peut exister autant que commande shell, mais peut exister aussi autant que une fonction, par exemple un appel système ou une fonction d'une certaine librairie telle que le C ou Python ou autre. Et Madame, je donc, souhaite un appel quand système. alors, c'est quoi un système? Puisque là, je voulais pas rentrer dans les détails puisque je sais que vous n'avez pas encore fait ça dans votre cours. Puisque là, dans votre cours, d'ailleurs, pour cette année, et c'est principalement de ça qu'on va parler, il y a tout un chapitre sur ça. On va vous parler des différentes interruptions, les interruptions logicielles, matérielles. Et dans les interruptions logicielles, on a ce qu'on appelle
les appels système. Alors, un appel système, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est là, on va appeler le SVC. Donc, ça, c'est un composant, une procédure, on va dire, c'est un code de notre système d'exploitation. Et son rôle, c'est celui-là qui va intercepter nos commandes et il va lui communiquer avec le système. Si, par exemple, moi, j'ai besoin, on va dire, de créer quand moi, je veux créer un fichier ou je veux ouvrir, je vais donner la solution la plus simple. Je veux lire le contenu d'un fichier. Moi, peut-être de mon programme ou peut-être même de l'interface graphique, exécuter, par exemple, de mon programme, je vais faire un fopen. C'est une fonction au niveau C. Je peux directement un appel système. Là, je vais dire open. Quand moi je dis open, moi je n'ai pas le droit. Programme de l'utilisateur. Moi, je n'ai pas le droit d'aller directement manipuler le fichier, puisque je n'ai pas les privilèges au programme utilisateur. Ce qui peut le faire, c'est le système d'exploitation. Et on a ce programme qui s'appelle le SVC. Alors, mon appel, quand moi je fais open, ça va devenir une interruption qui va arrêter l'exécution du programme. Elle va brancher vers le programme du système qui est ce SVC et elle va exécuter du système d'exploitation. C'est comment faire la lecture ou comment ouvrir ce fichier. Donc, c'est ça, l'appel système, je vais dire avec une description simplifiée. Je ne vais pas aller plus loin que ça, puisque je sais que vous avez tout un chapitre sur ça pour ce semestre. Là, juste pour vous expliquer le principe de c'est quoi. Vous pouvez le voir comme une interruption. Ça veut dire quoi? J'arrête quand mon programme sait que moi j'ai écrit. Je demande l'ouverture d'un fichier avec un appel système qui est le open. Il va arrêter l'exécution de mon programme quand il arrive à l'exécution de cette instruction et il va basculer vers l'exécution d'un programme du système. Ça s'appelle le SVC. Le détail de ce SVC, vous allez voir en cours et vous allez même en TD, vous allez écrire vous-même le contenu de cette routine SVC. D'accord, merci. Très bien. OK. Donc, c'est par rapport à ces sections. Pourquoi c'est important? Ce que je disais, c'est que des fois, on peut avoir la même commande qui existe dans un manuel. Le problème, par exemple, moi, je suis en train de chercher, on va le voir comme exemple, je suis en train de chercher comment utiliser système write, qui est une fonction date de cette commande en C. Et si moi, je vais faire man write, tout court, la recherche du manuel, elle va se faire de manière séquentielle. Ça va commencer par la première section. Si on va trouver ce manuel, on va l'afficher. Si on ne va pas la trouver dans la première section, on va aller à la deuxième et ainsi de suite. Bien sûr, si on parcourt toutes les sections, il n'y a rien, le système il va vous dire non, il n'y a pas de manuel pour cette commande. Mais s'il va le trouver, par exemple, pour le write, d'ailleurs, il y a une commande shell qui s'appelle write. S'il va le trouver ici, il va vous afficher le manuel pour la commande shell et non pas le manuel pour l'appel système. On va le tester d'ailleurs. Remarquez, si je fais man write, voilà ce qui va m'afficher. Et comment je peux savoir dans quel manuel je suis pour regarder ça? Alors, généralement, quand on vous affiche le manuel, vous voyez ici entre parenthèses, vous voyez la section du manuel qu'on est en train d'afficher. Donc là, ça a affiché le manuel de la commande write. Mais ce n'est pas ce que moi, je suis en train de chercher. Moi, je cherche le write de la bibliothèque C. Alors, ce que je vais faire, je vais sortir de là. Moi, je sais que le write, c'est un appel système. Ce qui veut dire, je sais que son manuel, s'il existe, bien sûr, s'il est installé sur ma machine, il est dans la section 2. Comment je peux préciser ça? Après man, je donne le numéro du manuel. Je fais man, le numéro du manuel et ensuite la commande pour laquelle moi je veux afficher mon manuel.
Donc là, je suis en train de dire, c'est pas de chercher séquentiellement tel qu'il a fait ici et il m'a affiché le manuel qui se trouve dans la première section, mais je suis en train de lui dire, je veux le manuel qui se trouve dans la section 2. Ça veut dire de l'APS System, right. Je fais ça. Remarquez la différence maintenant. Le manuel, c'est le 2. Et là, on vous donne la syntaxe de l'APS System, right, et aussi quel est le fichier d'entête à utiliser dans votre programme C si vous voulez utiliser cet appel système. Est-ce que c'est clair? مادام تسمى كون ما نقولولوش اما ولا اوتوماتيكلي. Il va commencer de manière séquentielle à chercher. Il va chercher dans la première section. S'il ne va pas trouver, il va aller à la deuxième section. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il trouve. Maintenant, si la même commande, par exemple, le cas de write qu'on vient de voir, cette commande, elle se trouve autant que commande shell et elle se trouve autant que appel system. Donc, elle est dans le manuel 1 et elle est dans le manuel 2. Si moi, je ne vais pas préciser, si je vais pas préciser la section, il va commencer, lui, à chercher séquentiellement. Il l'a trouvé dans le premier manuel, il va afficher ce manuel. Oui, c'est clair. Et pour moi, ça, c'est un problème, puisque moi, je suis en train de chercher maintenant le manuel de l'appel système. Et donc, dans ce cas, moi, je dois préciser le numéro de manuel. Donc, il suffit de faire ça. Le numéro de manuel, c'est-à-dire le numéro de la section, et ensuite, vous donnez votre commande. Puisque là, si la commande elle existe uniquement dans un des manuels. Donc là, il n'y a pas de problème. Quand je fais man et je donne la commande, j'aurai mon manuel. Maintenant, dans le cas où pour certaines commandes, je peux les trouver dans différentes sections du manuel, là, apprenez à préciser votre manuel. Oui, c'est clair, madame. Et il y a une question. Voilà, donc là pour, oui, alors Ahlam elle a dit, quand tu as fait man 2, quand tu as fait le man 2 write, en il n'y a pas de manuel. C'est ça. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu as ici? D'accord. Oui. Alors, dans ton cas, c'est parce que le manuel, je suppose que peut-être soit la bibliothèque de C n'est pas installée, ça n'a pas installé le GCC, et la librairie de C, ou peut-être que le manuel de la librairie de C n'est pas installé. Une des deux. Et là, tu remarques, par exemple, dans ton cas, si plus tard tu vas faire de la programmation système, tu veux accéder au manuel de ces appels système, là, il faut mettre à jour sur ton système et installer le manuel de la librairie C. Madame, كيفاش نديرو نعليو المانيوال تاع library C? Là, vous avez Internet et pour moi, oui, c'est intéressant ce que tu as posé comme question, mais je préfère que cherchez vous-même et dites-moi quelle est la commande. Alors, يكون sudo install ميجر كاين واحد العفسه ما يشتمشي لي. Ok, parce que là, peut-être que j'ai pas exactement la commande, mais ce que je vous, peut-être, je vous conseille, essayez de chercher. La séance prochaine, je vous le donnerai, mais je préfère, et ce que je vous ai dit depuis le début de ce TP, on vous donne quelques, bien sûr, notions, on va vous initier, mais on ne peut pas tout faire ici pendant la séance de TP. Donc, essaye de le faire, et d'ailleurs, c'est la meilleure façon pour apprendre. Donc, sinon, pour l'instant, oui, c'est avec là pour installer le GCC. Normalement, si vous le faites comme ça va vous installer même le manuel automatiquement. Maintenant, peut-être votre camarade, sa question, c'est beaucoup plus. Et d'ailleurs, ce que moi, dans le chat, mais il y a les sudo app install GCC تاعي طالع من المانيوال تاعو non. Oui. C'est ce que j'allais dire à ta camarade, c'est que dans son cas, il a le GCC. Et maintenant, la question pour vous, c'est comment moi je peux installer le manuel qui n'a pas été installé. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Cherche la semaine prochaine, on peut en rediscuter et je vous dirai comment
vous pouvez le faire. Oui, merci. D'accord. OK, donc on a terminé avec l'exo 2 et là on va passer à l'exo 3. Alors, vous voyez que vous avez aussi appris un ensemble d'informations ici, de commandes qui permettent d'interagir avec ce système. La plus importante pour moi, c'est de savoir que vous avez plusieurs manuels, aussi cette commande pour avoir les informations sur votre système d'exploitation, de savoir quel est l'utilisateur qui est connecté. Et bien sûr, cette commande de echo qui vous permet d'afficher. D'ailleurs, même, vous avez appris qu'on peut aussi déclarer des variables et afficher le contenu de ces variables. Maintenant, on va aller un peu plus loin et surtout, l'idée ici, c'est que vous voir comment savoir où vous vous trouvez, dans quel répertoire, même changer le répertoire dans lequel vous vous trouvez en utilisant les commandes de la ligne de commande du C. Alors, je vais faire un clear, je vais commencer. Et donc, la première, on vous dit exécuter la commande CD. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce qu'il y a un résultat affiché? Non, on n'a pas spécifié le chemin. On n'a pas spécifié le chemin et c'est ça l'objectif, puisqu'à la fin, vous allez déduire vous-même quel est le rôle. D'ailleurs, quel est le rôle de la commande CD? Changer. Afficher le contenu, tu as le chemin et choisir. Voilà. Changer Non, de c'est pas directory. afficher le contenu. Ça, c'est la commande. Oui, qui était en train de parler? Qui avait dit? Changer de directory, donc Très de bien. dossier. Oui, oui, Hicham. Donc, c'est de changer le répertoire dans lequel on se trouve. C'est ça le rôle. Donc, le CD pour dire change directory. Donc, on va changer le répertoire dans lequel on se trouve. Maintenant, avec le CD tout court, pour l'instant, j'ai rien vu. On verra après. Peut-être que quand on exécutera le reste des commandes, on saura quel est le rôle de ce CD sans argument. Donc, on vous demande d'exécuter PWD. On avait vu la dernière fois que le PWD, son rôle, c'est يمدنا ورانا في الدايركتوري هذوك. voilà, ça nous affiche le répertoire dans lequel on se trouve. C'est ce qu'on appelle le working directory. Et là, pour moi, c'est le slash root. Normalement, pour vous, puisque vous avez exécuté ça au démarrage quand vous êtes connecté, ça, pour l'instant, je suppose que vous n'avez rien fait, même si vous avez fait le fait qu'on a exécuté CD. Donc là, normalement, vous allez vous retrouver dans le répertoire de l'utilisateur avec lequel vous êtes connecté. هم وي Ouais. هم قلت لك. Voilà. Dans votre cas, pour ceux qui ont une distribution Ubuntu, normalement, on va vous afficher, quand vous faites PWD, on va vous afficher /home/ le nom de l'utilisateur. C'est le cas. Oui, très bien. Donc, ça veut dire on est dans le répertoire personnel de l'utilisateur. Maintenant, on vous dit, on est à l'étape 3 et on vous dit exécuter ls-l. Exécuter ls-l et dites-moi quel est le rôle de cette commande. يفيشين الدايركتوري اللي عندنا كاع في هذاك الريبرتوار. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on vous a fait avec le ls? D'ailleurs, vous pouvez le tester si ls te court. Comme ça, vous allez aussi déduire quel est le rôle de l'option L. Quand on fait ls, on va vous afficher le contenu du répertoire courant. Rappelez-vous, moi j'ai fait PWD, ça c'est mon répertoire courant, c'est le /root. Vous, c'est le /home, le nom de l'utilisateur avec lequel vous êtes connecté. Quand vous faites ls-l, vous êtes en train de dire lister le contenu de ce répertoire. Donc, on va vous afficher tous les fichiers, tous les répertoires qui se trouvent à l'intérieur de ce répertoire courant. Et quel est le rôle de l'option L?
Ajouter la taille, la date de changement des... Oui. On va vous rajouter, ça, remarquez, je reprends l'exécution avec ls de cours. Quand je fais ls, on va vous dire uniquement les noms des répertoires des fichiers, mais quand vous faites ls-l, on va vous afficher plus d'informations sur ces répertoires et fichiers. Une information importante, c'est la première par exemple. D'ailleurs, ces informations, on va les voir avec plus de détails dans la série 2, quand on va manipuler le système de fichiers. Donc là, vous allez créer votre répertoire vous-même, vous allez même changer ces informations et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, la première colonne, elle nous affiche le type de ce fichier, puisqu'on avait dit sous Linux, et ça c'était un avantage de Linux, c'est que tout est considéré comme fichier, que ce soit un répertoire, que ce soit un fichier dans lequel on a des données, telles qu'une image, un programme, source, un exécutable, une vidéo, donc ça, ce qu'on appelle des fichiers réguliers, que ce soit par exemple un périphérique, on les appelle les fichiers spéciaux, ou d'autres types qu'on va les voir après dans la série, la deuxième série, quand on parlera du système de fichiers. Donc, pour le moment, retenir, par exemple, pour les deux types principaux qu'on les voit souvent, c'est le D pour dire directory, pour dire un répertoire. Quand je vois ça, je sais que ce fichier, celui-là, c'est un répertoire. Quand je vois le tiré de 6, là, ça veut dire ça, c'est un fichier. En plus de ça, vous allez voir après, il y a ces 3 triplés. Quand je dis triplé, c'est par rapport à ce RWX. On a 3 triplés qui sont définis. Aujourd'hui, je vais vous donner juste un aperçu sur ça. Et après, dans la deuxième série, on va voir comment on les appelle les droits d'accès. Dans la deuxième série, vous allez vous-même les modifier, ces droits d'accès. Vous allez vous-même spécifier quels sont les droits d'accès que vous voulez avoir sur un fichier que vous allez créer ou un répertoire que vous allez créer. Donc là, on a 3 droits. Quels sont ces droits? C'est le droit de lecture, le droit d'écriture et le droit d'exécution. Si je parle d'un fichier, quand je dis j'ai le droit de lecture, ça veut dire que je peux voir le contenu de ce fichier. Le droit d'écriture, je peux modifier le contenu de ce fichier. Le droit d'exécution, ça veut dire que ça, c'était un exécutable, je peux l'exécuter. Maintenant, avec l'affichage ls-l, quand vous voyez, quand ce droit, on l'a, donc on voit la correspond au droit. Quand on n'a pas le droit, vous allez voir un tiré de 6. Là, par exemple, je comprends qu'ici, je n'ai pas le droit d'écriture. Alors, pour qui ces droits sont définis? Ces droits sont définis pour 3 catégories d'utilisateurs. On a ce qu'on appelle le premier triplé, ça c'est pour le propriétaire, ça veut dire celui qui a créé le fichier. C'est celui qui détient, qui a le droit sur, qui était le owner, celui qui détient le fichier. Je vais juste par analogie, on va prendre un exemple simple. On suppose que on a la section A qui est organisée en groupe, c'est le cas. Vous avez par exemple, on va dire 4 groupes. Là, dans chaque groupe, on a des étudiants. Maintenant, ces étudiants, par exemple, ils travaillaient sur un système, comment on a différents comptes pour ces étudiants. Un étudiant donné, on va dire, il va créer un fichier. Par exemple, il a créé, on va dire, un programme donné. On va dire un programme Python, et il veut le partager avec son groupe. Donc, il est le owner. Le fait que c'est lui qui a fait la création, il est le owner. C'est le propriétaire. Et logiquement, pour lui, il va dire que moi, j'ai le droit de lire, d'écrire et d'exécuter ce fichier, ce programme en Python. Ensuite, le deuxième triplet, ça ce sont pour les autres utilisateurs qui font partie du même groupe. Là, dans ce cas, cet étudiant, par exemple, qui appartenait au groupe 1, il peut définir des droits pour les étudiants qui sont du même groupe, du groupe 1. Il va dire que ce fichier, que je vais partager bien sûr avec les autres étudiants du groupe, ils ont le droit
de lire et d'exécuter. Mais ils n'ont pas le droit de modifier mon programme, mon code. Et après, il peut définir, et ça c'est le troisième triplet, c'est ce qu'on appelle les droits des autres, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie du groupe. Donc là, l'étudiant, par exemple, il peut définir les droits pour tous les autres étudiants qui ne font pas partie du groupe 1, c'est-à-dire le reste de la section. Et donc, par exemple, il va dire que oui, pour vous, vous avez uniquement le droit de lecture, mais vous ne pouvez ni modifier, ni, par exemple, comme ici, vous n'avez le droit ni de modifier, ni d'exécuter mon programme. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les droits d'accès. Donc sur un fichier sous Linux, qui soit répertoire, qui soit un fichier simple, on définit 3 types de droits qui sont lecture, écriture, exécution, et on va les définir pour 3 catégories d'utilisateurs, qui sont le owner, le propriétaire, ça veut dire celui qui a fait la création, le groupe, alors sont les autres utilisateurs qui sont dans le même groupe que le owner, celui qui détient le fichier, et les autres, ce qu'on appelle others, ce sont les autres utilisateurs. On a ici, ça c'est un peu spécial, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ça va nécessiter beaucoup de temps pour l'expliquer et on va le voir dans la deuxième série. Vous voyez ici, ça c'est le nom du propriétaire. Ça veut dire, pour moi c'est le root, pour vous peut-être pour certains, vous allez trouver c'est le nom de l'utilisateur. Vous allez trouver aussi ici, cette colonne c'est le groupe auquel cet utilisateur il appartenait. Pour moi, par exemple, que ce soit le nom de l'utilisateur, que ce soit le nom du groupe, c'est le root. Pour vous, qu'est-ce que vous avez comme affichage, comme utilisateur et groupe? C'est le même. Est-ce que le nom du groupe, c'est le nom de l'utilisateur? Ou est-ce que vous avez… Oui. Ouais. C'est le même. C'est le même, mais vous pouvez aussi voir des cas où c'est différent. D'ailleurs, on ne l'a pas, mais quand on aura plus tard, peut-être on fera des affichages où on va voir que le nom du groupe il est différent. D'ailleurs, même plus tard, quand vous allez apprendre à comment créer vous-même des groupes sur le système, vous pouvez décider de dire que voilà, mon utilisateur 1 que j'ai créé, par exemple user1, je veux qu'il soit dans le groupe G1 et l'autre dans un groupe que moi je vais créer, que je vais nommer G2 et ainsi de suite. Vous voyez aussi, on vous affiche la taille et on vous affiche la dernière modification. Donc là, ce qu'il faut retenir de ça, si on veut résumer, avec ce ls-l, le ls, ça vous permet d'afficher le contenu. Donc, bien sûr, si on ne donne aucun argument, si j'exécute juste ls, ça va afficher le contenu du répertoire courant. Si je rajoute l'option "-l", c'est toujours le contenu du répertoire courant, mais on va afficher on va faire un affichage détaillé. Ça veut dire on va donner des informations sur ce fichier ou ce répertoire. Autre chose que vous pouvez maintenant retenir de ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est déjà on a appris qu'on a 2 types de fichiers qui sont de type répertoire, type regular file, c'est un fichier régulier, qu'on a des droits d'accès qui sont de lecture, écriture, exécution, et qu'on peut les définir sur 3 catégories d'utilisateurs, qui est le propriétaire, le groupe auquel il appartenait le propriétaire, et les autres utilisateurs qui n'appartenaient pas au même groupe. Voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez retenir. Ça, le plus important pour vous quand vous faites le TP, ce n'est pas la manipulation en elle-même qui est importante, puisque là, si c'était juste pour exécuter ces commandes, c'est simple. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de moi et vous pouvez les faire sur votre terminal, une à la suite de l'autre. Mais le plus important du TP, c'est que vous allez apprendre qu'est-ce qu'on a appris à travers cette manipulation. C'est qu'à chaque fois, on va découvrir de nouvelles commandes, on va découvrir des options de ces commandes, et il faut ce qu'il faut retenir, quel est le rôle de ces commandes et de ces options. C'est ça l'objectif ici quand vous faites CTP. Ce n'est pas uniquement la manipulation. La manipulation, elle est vraiment simple. Et d'ailleurs, les TP sont faits de sorte
l'étudiant, s'il va juste se contenter d'exécuter, il peut le faire, il n'a pas besoin de venir et d'assister à sa séance de TP. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand moi, j'exécute min-a, je dois comprendre quel est le résultat affiché, dans quel cas moi j'aurais besoin d'utiliser cette commande et ainsi de suite. Des questions? Clair jusque-là? Oui. Est-ce que vous arrivez à suivre? Je parle en termes de rythme, de TP, par rapport à l'explication et tout. Oui. Et s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous les posez. Vous m'interrompez, vous posez vos questions. Là, moi, j'essaie de... Vous avez remarqué ça, j'essaie de temps en temps d'arrêter de dire est-ce que vous avez compris, est-ce que vous avez des questions, mais je peux pas moi le savoir qu'un d'entre vous, il a peut-être un problème avec une des commandes qu'on est en train d'exécuter, que peut-être il n'a pas compris l'explication pour une certaine commande. Donc, posez vos questions, s'il vous plaît. Et vous êtes là, ce qu'il faut mettre en tête, que vous êtes là pour faire de la pratique, pour apprendre et non pas juste pour m'écouter ce que je suis en train de dire. Puisque si vous n'allez pas manipuler vous-même, ça ne sert à rien, ça ne s'appelle plus un TP. La même chose quand moi je pose la question, est-ce que vous avez compris? Si par exemple 2, 3 ou peut-être la majorité vont dire oui, on a compris, même s'il y a un qui n'a pas compris, il faut pas être timide, il faut dire moi j'ai pas compris, puisque là moi je suis là pour expliquer à tout le monde. Et donc, s'il vous plaît, posez vos questions. Maintenant, peut-être pour certains, ils ne peuvent pas le faire, peut-être même pendant la séance en ligne. Vous avez mon email, envoyez-moi vos questions. Moi, dans la mesure du possible bien sûr, je ne vais pas vous dire que je connais tout, mais les choses sur lesquelles j'ai des informations, je peux chercher même avec vous et je vous donnerai la réponse. Mais, bien sûr, ce que j'attends de vous, c'est que vous impliquiez, que vous travaillez et que vous êtes là pour faire vos travaux pratiques. Mais c'est ça, pour moi, l'objectif. C'est qu'à la fin, mes étudiants, ils arriveront au moins à sortir avec un bagage pratique qu'ils n'ont pas vu avant. Et même pour certains, peut-être d'entre vous, ils avaient cette expérience avec Linux, mais peut-être qu'à la fin de ce temps, plus d'informations. Ça, l'objectif du TP. Des questions? S'il n'y en a aucune. Madame, j'ai une question par rapport à l'ETP. Bon, par rapport à la semaine prochaine, les mois là. Est-ce que la commune note les TP, est-ce qu'ils seront en présentiel ou là en ligne ou là qui nous la période en ligne? Là, on n'a rien reçu, mais pour le TP, ce qui concerne votre section, pour le moment, on va les faire en ligne et je vous le dirai quand ça sera possible de les faire en présentiel. D'accord, merci. Donc, je ne vous ai pas informé, tant que je n'ai pas informé votre chargé de cours pour vous le dire, ça veut dire que c'est en ligne et c'est au même créneau qu'on a programmé, ça veut dire le samedi, c'est les samedis, tels que déjà programmés. D'accord, merci. Très bien. D'autres questions? Oui, Moustapha, si tu essaies de dire quelque chose, je n'arrive pas à comprendre. Madame. Oui. Donc, les tests TP, système d'exploitation, est-ce que des commandes ou je ne sais pas. Oui, oui. Ce sera de ce genre. Par exemple, on va vous donner un ensemble. Par exemple, là, généralement, quand on a l'habitude de faire ce TP, si je prends la partie, du système de fichiers, là, d'habitude, par exemple, on va vous donner une certaine. Attendez, je vais vous montrer.
Juste par exemple à la série 2, elle est où? Voilà, c'est là. Alors, remarquez, justement, oui, je vais partager. Ok. Et donc, là, d'habitude, comment ça se fait, hein? Par exemple, un des exercices, et généralement, c'est la partie la plus importante dans le test de TP, on vous donne une arborescence de ce genre. Et ensuite, on va vous demander de créer ces répertoires, de créer les fichiers, de déplacer un fichier d'un répertoire à un autre. Et là, bien sûr, le plus important, c'est qu'on demande à l'étudiant de faire ça avec le moins de commandes possible. On vous dit, par exemple, mettez-vous dans ce répertoire au même principe de ce que vous allez voir dans le TP. Donc, par exemple, je peux vous dire, vous êtes dans ce répertoire et sans faire de déplacement de ce répertoire, essayez de m'afficher le contenu de ce fichier. Ou peut-être à partir de ce répertoire, essayez de me créer un fichier ici. Vous voyez? Donc, c'est le test de TP, ça, c'est exactement du même genre de ce que vous allez voir pendant les séances de... Oui, c'est clair, madame. Merci. Très bien. D'autres questions? S'il n'y en a pas, moi je vous dis merci et on se verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, madame. Passez une bonne Bonne journée. fin de journée.